Long rebound. Steph, no timeout with 6. At 5, Curry for the lead. The game is game. The game is game. The game is game. The game is game. Always, always, always. Salut à toutes et à tous. Nouveau mardi, nouveau podcast de l'équipe Rivers Basket Session. Bienvenue. Voilà, alors pour ce podcast cette année, qu'est-ce que je raconte? Cette semaine, on a eu envie de parler d'un joueur extrêmement clivant, extrêmement polémique. On sait qu'on va parler des Lakers quoi qu'il arrive toute la saison. On a voulu faire un petit focus sur Russell Westbrook. Comme vous le savez, toute l'année dernière, ça a été quand même l'un des éléments qui a souvent été pointé du doigt pour expliquer la piètre saison des Lakers en 2021-2022. On sait que Los Angeles a essayé de l'échanger pendant l'été, ça n'a pas fonctionné. Donc, de toute façon, ils vont repartir a priori, sauf Washbomb de dernière minute avec Russell Westbrook dans l'effectif. Il y a toujours autant de points d'interrogation autour de cette équipe, même si l'effectif a un petit peu bougé à la marge, ce qui n'est pas tout à fait anodin. Il y a quand même du mieux, je pense, dans cet effectif. Mais voilà, l'idée, c'était de se poser la question de savoir quel est le statut finalement de Russell Westbrook dans la NBA actuelle, à ce stade de sa carrière. Quelle est sa valeur marchande? Quelle est sa valeur encore pour une équipe? Quel type d'équipe? Les Lakers, OKC, une autre équipe qui voudrait tenter le coup sur une saison ou sur une demi-saison? Voilà toutes les questions qu'on va essayer de couvrir. Comme chaque semaine, je suis rejoint par Antoine Pimel et Shai Mamou, que vous pouvez retrouver chaque jour sur Basket Session et à chaque numéro dans le MOOC Rivers. Salut les gars, première question, en fait, celle avec laquelle j'ai envie de commencer. Comme je le disais, Russell Westbrook, c'est certainement l'un des joueurs les plus clivants de NBA encore en activité. Vous, quelle est votre relation avec ce joueur? Comment est-ce que peut-être votre relation a pu évoluer avec ce joueur? Parce c'est un joueur qui a eu quand même plusieurs visages. Voilà, est-ce que vous êtes pro, anti? Il n'y a pas beaucoup de je m'en fous avec les Russell Westbrook, mais voilà, comment vous vous positionnez par rapport à Russell? C'est clair qu'il n'y a pas beaucoup, il y a pas de gens qui sont neutres avec Westbrook. Ouais, sur la fin de ta question, sur l'évolution un peu dessus, moi, je vais partir d'un point plus récent, mais je pense que je suis en train d'évoluer sur Russell Westbrook, curieusement. Je suis en train de l'apprécier. Ça peut vous paraître bizarre. Je suis en train de commencer à l'apprécier alors que c'est un joueur avec lequel j'ai eu beaucoup de mal depuis le début de sa carrière. Je commence à l'apprécier parce que je trouve on lui manque beaucoup de respect, que ce soit les journalistes, les observateurs. J'ai l'impression qu'on parle d'un joueur totalement anodin et mauvais, en fait. Donc, je suis en train de me dire, il est tellement détesté que je suis en train, en tout cas, d'espérer sa réussite, alors qu'avant, ça m'était un peu indifférent, on va dire. Et sur un plan plus global, là où c'est clivant, c'est que je l'ai vu peut-être 2 fois jouer en live, je pense, en NBA, à une époque où il était vraiment bien et où ça shootait un petit peu moins. Donc, je l'ai vu en 2013 et en 2014. Donc, c'était quand même déjà un Westbrook bien survitaminé. Et, pardon. En fait, ce que je voulais dire, c'est que c'est peut-être le joueur que j'ai trouvé le plus spectaculaire à avoir joué en live. C'est-à-dire que j'étais vraiment littéralement les yeux écarquillés devant ce que je voyais. Tu as l'impression que le jeu était accéléré quand il avait la balle, qu'il ne jouait pas au même sport que les autres, indifféremment du style de jeu, de ce qu'on aime ou pas, de l'altruisme et tout ça. C'est vraiment le mec qui m'a presque le plus bluffé sur ce que j'ai vu. Je me demandais ce que j'étais en train de regarder. Et à contrario, c'est un des joueurs dont j'ai le moins apprécié le style, en fait, paradoxalement. À OKC, je me suis toujours dit, j'ai toujours eu l'impression qu'il ne se rendait pas compte qu'il jouait avec Kevin Durant et qu'il vampirisait le ballon dans des situations inadaptées et qu'il était en partie responsable de ce qui s'était passé à la fin à OKC. C'est peut-être pas vrai, hein, à l'époque, j'avais ce sentiment-là. Et même après, sur le reste de sa carrière, j'ai toujours eu l'impression que c'était un joueur qui faisait des stats exceptionnelles, qui méritait d'être encensé, mais que ce n'était pas un joueur qui te faisait gagner, en fait. Que ça pouvait pas être... C'était une superstar dans le sens, il fait du show et il fait des choses que personne d'autre peut faire, mais que ce n'était pas un winning player, en fait. Donc, j'ai toujours eu du mal parce que moi, j'aime bien les mecs qui font gagner les équipes, aussi bêtement que ça puisse sembler. Voilà. Donc, on va dire que je me suis plutôt placé du côté des anti et des mecs qui pensaient que Westbrook était l'apport de Westbrook, en tout cas, pas le joueur en lui-même, parce que c'est un extraterrestre, mais dont l'apport à une équipe qui gagne était surcoté. Voilà.
Alors moi, c'est l'inverse de toi, c'est-à-dire que moi, j'ai été longtemps un partisan de Russell Westbrook. Les plus anciens lecteurs de Basket Session se souviendront peut-être de l'époque où je relayais beaucoup le Let Westbrook be Westbrook. Je pense que c'était même le titre d'un de mes articles à un moment, à mon avis. Alors, mon rapport à Westbrook, il dépend aussi beaucoup du rapport du grand public ou du plus grand nombre par rapport à Russell Westbrook. C'est-à-dire que j'ai beaucoup aimé Westbrook à l'époque où il se faisait le plus cracher dessus, je pense, parce que je trouvais qu'il était un peu incompris. Et je trouvais que c'était trop facile, en fait, à une époque de le nommer bouc émissaire du Thunder, c'est-à-dire qu'il y avait Kevin Durant avant qu'il devienne l'ennemi public, en mode le Kevin Durant enfin, voilà, qui est énigmatique et qui peut agacer du monde. Avant, il y avait le Kevin Durant qui parlait peu et qui était un peu chevalier blanc et voilà, la superstar qu'on avait envie d'aimer. Et je pense que Kevin Durant a longtemps été comme ça, et encore plus. Même s'il joue au Thunder, et encore plus après que LeBron James ait perdu son statut brièvement, temporairement de méga chouchou des fans quand il est parti à Miami. Là, Kevin Durant, c'était vraiment le gars à suivre. Et du coup, dès que le Thunder perdait, et notamment en 2012, parce que c'est justement la finale contre Miami où LeBron James est détesté, et du coup tout le monde veut voir enfin tout le monde entre guillemets veut voir le Thunder gagner. Je trouve que Westbrook a été un peu trop facilement perçu comme l'homme qui ralentissait Kevin Durant. Moi, je suis pendant longtemps pensé que c'était pas tout à fait le cas. Au-delà de ça, c'est un joueur que, pour le coup, c'est vrai que esthétiquement, c'est très spécial à voir. Ça va pas En fait, je pense que c'est là où les goûts et les couleurs, où l'art peut être très abstrait. C'est que, en fait, tu peux kiffer quelque chose de super esthétique comme Stephen Curry, et tu peux kiffer un Russell Westbrook juste pour le côté puissance et tout n'importe quoi. Je crois que pareil, à un moment, j'avais fait une comparaison où Westbrook, en fait, c'est un cataclysme sur le terrain. Sauf que tu sais pas qui ça va frapper. Ça peut frapper aussi bien tes adversaires que ton équipe. Voilà, il va détruire quelque chose. Tu ne sais juste pas encore qui, mais pour sa défense, en fait, par exemple, notamment sur cette histoire de faire gagner ou pas gagner, l'histoire montre quand même qu'il a quand même fait beaucoup plus souvent gagner son équipe que perdre. Autant pour ses pourcentages de victoire en carrière ou pour son pourcentage de victoire quand il fait un triple-double qui est ultra élevé. Je ne l'ai évidemment pas là tout de suite, mais c'est autour des 70%, c'est assez incroyable. Quand il fait un triple-double, son équipe a 7 chances sur 10 de gagner, grosso modo. Donc ça reste, et c'est quand même un mec qui fait beaucoup de triple-double. Après, oui, c'est pas une superstar qui va faire gagner des titres. C'est pas un franchise player dans le sens où franchise player qui t'emmènerait au titre. Mais encore une fois, des joueurs comme ça, il n'y en a que 5 par génération, 5, 6 max. Tout le monde ne peut pas l'être. Après, voilà. Après, pourquoi mon regard a changé sur Russell Westbrook? Je le déteste pas aujourd'hui. Je suis pas un hater de Russell Westbrook, pas du tout. Surtout pas après avoir été aussi longtemps un mec qui le défendait. Et notamment, ah oui, je rajoute un point. Il a aussi souvent eu l'image du connard. C'est très bizarre et c'est très injuste parce qu'en fait, du coup, les gens ont jugé sa personne par rapport à son jeu. En se disant bah, Kevin Durant, ce sera le mec super cool que tout le monde aime bien, et Westbrook, c'est le connard. Et en fait, il se trouve qu'au Thunder, alors je n'irai pas jusqu'à dire Kevin Durant est un connard, mais ça a été plus ou moins l'inverse. Westbrook a été adulé par tout le monde dans cette franchise, du mec qui gère les équipements au coach en passant par le GM. Tous ses coéquipiers l'ont toujours considéré comme un leader. Et malgré ça, il a eu vraiment pendant longtemps cette étiquette de connard en NBA. Et pas qu'au Thunder, si je peux Et le pas parler, qu'au- parce que même quand Ouais, il est arrivé à Washington, finalement, il a donné pas mal de liens à cette équipe. Et il y a des joueurs aussi voilà, qui avaient dit qu'ils avaient été étonnés de découvrir un petit peu sa personnalité Il est dans le adoré par les vestiaire. joueurs. Il est adoré par les ouais, joueurs. En fait, le problème, par le ses problème, c'est avec les coéquipiers. médias. Non, mais c'est avec les médias le problème. Faut le Oui, mais dire. en fait, c'est ça qui est injuste, c'est que comme il a cette réputation de bouffeur de ballon ou de mec qui lâche pas la balle, etc., ou qui fait, enfin, notamment dans le Money Time, ou qui prend des tirs casse-croûte, les gens vont penser que les gens n'aiment pas, enfin, que les joueurs n'aiment pas jouer avec lui, mais en fait, Non, c'est faux. les joueurs Ouais, l'adorent. oui, voilà, c'est-à-dire qu'il y a eu ce raccourci très facile, alors qu'en réalité, Russell Westbrook est adulé par tous ses coéquipiers, bon, peut-être un peu moins aux Lakers, mais voilà. Et là, maintenant, je vais en revenir juste très brièvement sur pourquoi je suis un peu déçu. C'est Je pense que malgré tout, il y a des moments, même si je respecte sa force de caractère, je pense quand même que tu dois évoluer dans la vie. Que évoluer, c'est pas. Tu peux garder tes valeurs, tu peux garder tes principes, tu peux garder ta base, mais tu te dois, en tant qu'être humain, quel que soit ce que tu fais dans la vie, des fois d'évoluer, d'accepter qu'il y a des choses sur lesquelles tu dois évoluer. Et je trouve que ça, Westbrook, par contre, il ne l'a pas fait. Dans son jeu, je ne te dis pas qu'il aurait dû transformer son jeu, mais je trouve qu'il n'y a vraiment pas eu d'évolution, quoi. C'est pas trop tard. C'est pas trop tard encore.
Alors que son corps a évolué et qu'à un moment, tu n'as plus le choix. Et j'ai peur que Westbrook, pour revenir au débat du jour, j'ai peur que Westbrook, ça peut être un mec qui, s'il ne se rend pas compte, si vraiment il n'y a pas le déclic, il va se me faire une Carmelo Anthony. Bah, c'est intéressant que tu parles de ça parce qu'en fait, c'est vrai que ça, c'est un talent en soi, en fait, de pouvoir évoluer et que savoir évoluer au fil de sa carrière, comme l'ont fait par exemple Vince Carter, Ray Allen ou même Dwayne Wade, finalement, même au sein du 8, quand, avec LeBron et Chris Bosh, Dwayne Wade a vraiment changé sa manière de jouer. Tous les joueurs ne sont pas capables de le faire. Moi, j'ai adoré Allen Iverson durant toute sa carrière. C'est l'exemple d'un joueur qui n'a pas su évoluer, qui aurait pu jouer plus longtemps encore au haut niveau s'il avait su comprendre qu'à ce stade de sa carrière, il fallait qu'il change de statut. Tu parles de Carmelo, bah c'est Carmelo qui est comme quand il arrive à Houston et qu'on lui demande s'il va sortir du banc et qu'il se met à éclater de rire. Bah oui, mais non, mec, c'est à ce moment-là de ta carrière, tu dois avoir déjà commencer à bouger. Et finalement, il a fini par bouger un petit peu et puis par retrouver, enfin étonnamment, l'an dernier, c'était plutôt une des bonnes, Ouais. comment dire, des bons éléments des Lakers, Carmelo. Donc effectivement, c'est un talent en soi de savoir évoluer. Euh, moi, je partage vos avis sur pas mal de choses. Déjà, je vais commencer sur une chose. Shai, tu disais que tu avais eu l'occasion de le voir jouer en vrai. Moi, les situations dans lesquelles j'ai pu voir Russell Westbrook, c'était aux Jeux Olympiques de Londres en 2012, donc au sein d'une team USA énorme. Et c'était pour moi le joueur le plus extraordinairement incroyable athlétiquement que j'ai jamais vu de ma vie. Je veux dire, le voir en vrai, voir le moment où il reçoit le ballon et le moment où il part en dribble, tu as l'impression de voir une Formule 1 qui Ouais, c'est démarre au quart incroyable. de tour, même encadré des plus grands athlètes du monde, en tout cas pour le basket. Ça aurait été intéressant de le voir à côté de Usain Bolt, mais tu te disais, mais ce mec-là, il n'est pas dans la même catégorie, en fait. C'est un alien, c'est un mec qui vient d'autre part. Et à côté de lui, tu as Kevin Durant, LeBron, Chris Paul, etc. Mais non, lui, il est au-dessus de tout ça, quoi. Moi, au sein de la rédaction, c'est vrai que j'ai été certainement avec Antoine, l'un de ses plus. C'est vrai. Alors, le terme fervent n'est pas le bon, mais du moins un de ses défenseurs longtemps. Moi, j'avoue que j'aimais bien son attitude, son côté vouloir jouer la gagne tout le temps. Avec toutes les. En fait, le truc avec Russell Westbrook, c'est que, pour revenir un petit peu sur ce que tu disais, Antoine, j'ai l'impression que parfois on l'a critiqué au point d'oublier ce qu'il apportait en fait. C'est-à-dire qu'on pointait du doigt tous ses défauts, ça c'est clair, c'est pas du tout le joueur parfait, on est d'accord, mais qu'on éclipsait un petit peu ses points forts et que on se rendait pas, ou du moins on perdait un petit peu de vue à quel point il était exceptionnel sur ses points forts. Donc effectivement, c'est pas un franchise player qui te fait gagner le titre. Par contre, pour moi, je pense que c'est un franchise player. Quelque part, il y a trois types de franchise players. Il y a ceux qui peuvent prendre n'importe quelle équipe nulle et en faire un candidat au playoff, voire une équipe de playoff. Il y a ceux qui peuvent te prendre une équipe de playoff et en faire comment dire, un candidat au titre systématique. Et puis, tu as comment dire, cette sorte de joueur encore plus dingue qui est, comme LeBron en fait partie, où tu prends n'importe quelle équipe moyenne et ça te fait un candidat au final potentiel. Et je pense que Westbrook, c'est quand même le genre de joueur autour de qui tu pouvais construire, avoir une équipe médiocre et en faire un candidat potentiel au playoff, une équipe de playoff. Et il n'y a pas tant de joueurs comme ça au bout du compte. Donc, Ouais. voilà, c'était un petit peu ma vision du joueur. Après, voilà, moi, ce que je regrette, c'est que j'aurais rêvé pour lui d'une carrière un peu à la Damien Lillard. Enfin, la carrière de Damien Lillard n'est pas finie, mais j'aurais vraiment bien aimé le voir jouer, rester à OKC. J'avais trouvé vraiment intéressantes les équipes d'OKC après Kevin Durant. Ouais. Son mariage trop court, malheureusement, avec Paul George était vraiment intéressant. Ça reste l'une des plus belles saisons que j'ai vues de Paul George. C'était sa saison au Thunder. Il était quasiment dans la discussion pour le titre de MVP. J'aurais vraiment bien aimé pouvoir voir ce que cette équipe aurait pu donner avec un an ou deux de plus, par exemple. Clairement. Et ça permet de rajouter encore une couche sur le fait que Paul George est vraiment la star qui est la plus à même de se mixer aux autres stars. C'est incroyable. Tu peux le mettre avec n'importe quel profil, il va briller. Et moi aussi, j'aimais beaucoup ces équipes, ou même avec Westbrook et Adams. Ouais, Je bah, quand pense ils que avaient ouais, les trois, ouais, notamment. pour plein de choses, je suis d'accord avec toi. Genre Westbrook au Thunder, ça aurait vraiment dû être le truc. Je pense que même pour lui, ça aurait été mieux au final, en fait. Il se fait avoir par James Harden, là, il se fait piéger par l'appel de Houston. C'est un peu ça. Et pour ce que tu disais sur son évolution en tant que joueur, le fait qu'il évolue pas beaucoup, je pense qu'aussi qu'il y a un passif avec les médias. Alors, faut savoir de qui a commencé en premier. Mais en gros, j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'il a passé le point de non-retour.
ce qui l'empêche peut-être aussi de se poser des vraies questions de fond sur son jeu, sur la manière dont il pourrait rester un joueur exceptionnel. Et il n'est pas encore très vieux, il est encore globalement, il est en forme physique, il a tout encore pour pouvoir peser, être un joueur d'impact en NBA, à condition d'accepter, je pense effectivement, de bouger un petit peu. Et c'est vrai qu'un mec comme lui qui aime pas, répondre à des interviews, être sous le feu des médias, venir aux Lakers, quand il a grandi à OKC, on sait à quel point tout le staff d'OKC avait un peu verrouillé l'équipe, c'est-à-dire vraiment protégé à la fois Kevin Durant, Russell Westbrook, protéger le groupe. Tu pouvais pas avoir une interview comme tu voulais. Il y avait vraiment un cocon en fait, un petit peu alors familial, je sais pas, hein, ça c'est un peu les clichés, mais il y avait un vrai cocon autour de cette équipe. Je pense que là, il n'était pas prêt dans sa tête à se pointer aux Lakers dans une équipe quand il y a LeBron James. De toute façon, si ça marche pas, c'est jamais de la faute de LeBron James. Donc tu sais que la faute va retomber sur quelqu'un d'autre. Donc voilà, Kevin Love pour en parler mieux que moi, hein, par exemple, mais voilà, tu sais que ça va retomber sur quelqu'un d'autre. Et quel meilleur paratonnerre quelque part que Russell Westbrook pour fixer un petit peu toutes les critiques ou toutes les attentes non réalisées autour de cette équipe, quoi. Et la défiance médiatique, elle a commencé très tôt dans la carrière de Westbrook parce que et c'est là où il s'entendait bien avec Durant, c'est qu'à un moment, alors pour le coup, même si OKC c'est un petit marché, il faut reconnaître que les médias locaux, les gens qui les suivent vraiment au quotidien, ils ont vraiment parfois été sans pitié et complètement à côté de la plaque sur certains articles titrés, parce que du coup, à La presse, OKC, tu il n'y a veux, pas la presse la d'OKC, presse. ouais. Voilà, parce que pour le coup, vu que c'est un petit marché, qu'il n'y a pas vraiment d'autres franchises de sport Ils ont rien ici, d'autre, ils ont que il y la avait, il y fac. avait- il y avait que ça, c'était l'équipe excitante et tout. Et ben, le traitement journalistique était un peu décevant du point de vue de KD et Westbrook, qui sont à la base déjà pas des grands communicants. Les critiques qu'ils ont pris de la part des journalistes locaux, et à un moment, ils se sont complètement verrouillés. Et c'est là qu'on a commencé même à voir un KD un peu dédaigneux, vous connaissez pas trop le basket, etc. Et Westbrook, lui, il s'est enfermé dans le mutisme et dans les réponses un peu à la Marshawn Lynch de NFL, où il te fait la fameuse, ça c'est la tactique que j'adore, ça me fait rire. Enfin, si c'est moi qui fais l'interview, ça me fait pas rire, hein, mais où le mec, quelle que soit la question, il va répondre la même phrase passe-partout, sans changer un seul mot et l'ordre des mots, et c'est exceptionnel. Par rapport, revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, je pense que la défiance médiatique, qui s'est un peu généralisée, parce qu'il l'a appliqué aussi aux grands médias, hein, ESPN, TNT, tout ce que vous voulez, c'est ça qui, aux yeux du grand public aussi, l'a desservi, parce que comme tu disais Antoine, les joueurs aiment Westbrook, hein. Il y en a beaucoup qui ont dit que c'était un super coéquipier, et ça a aussi joué dans le fait qu'il soit allé aux Lakers et que LeBron ait œuvré activement pour qu'il vienne, c'est qu'il le connaît en tant qu'adversaire et comme coéquipier avec Team USA, et il l'apprécie en fait. Mais moi, sur le côté évolution, je pense ça que sans être du coup à la base un défenseur de Westbrook, je pense qu'il peut encore évoluer. Et c'est intéressant de voir ce qu'a dit Darvin Ham à son sujet au moment où il a été tradé, et même encore au moment où on pensait qu'il serait forcément tradé parce que plus personne ne voulait de lui là-bas. Il a tout de suite dit, et ça en a surpris plus d'un, il a dit, moi je veux faire de lui je veux le voir défendre. Il dit, en gros, je veux avant tout que ce soit un joueur défensif. Ça peut paraître fou parce que c'est un joueur dans son registre qui est complètement virtuose offensivement. Enfin, il était à son prime complètement inarrêtable sur le plan athlétique quand il voulait aller au cercle, obtenir des fautes. C'était un monstre. Et de le voir être sollicité là maintenant, mis au challenge, d'être un joueur défensivement actif, ça m'intéresse et ça, j'ai envie de le voir parce que je pense qu'en étant titillé dans son orgueil, c'est le moment où il peut encore faire basculer la perception que les gens ont de lui. Si là, ça devient, en plus d'être encore un attaquant honorable, un mec actif défensivement qui fait le taf, parce qu'il a les qualités pour le faire, on est d'accord. C'est pas il n'est pas grand, mais il a l'impact athlétique, la vitesse pour être au moins correct défensivement. Et ça, pour le coup, c'est excitant d'imaginer ce que peut être Westbrook de ce point de vue-là, s'il arrive à envisager l'idée d'évoluer dont tu parlais, Antoine, et qu'on n'a jamais vu, pas une seule seconde, quelle que soit l'équipe dans laquelle il est passé. Moi, je suis d'accord. Mais là, pour la défense, en plus, c'est même pas une question d'évolution, c'est vraiment une question de mentalité. Parce que pour le coup, moi, l'évolution que je parlais, c'était même pas vraiment lié à la défiance du public, etc. À la limite que tout le monde le prenne pour un connard ou ça, moi, si j'étais lui, je m'en fous. Mais par contre, changer son jeu, je pense qu'il n'y a même pas besoin de subir les interviews ou de lire des articles. Je pense que ça pouvait venir d'autre part. S'il veut pas écouter les journalistes, il n'y a pas de souci. Par contre, je pense que dans son entourage basket, dans ses coachs, il y a bien des personnes qui ont voulu lui faire comprendre qu'il était temps de faire évoluer certains aspects. Et défendre, moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que l'approche de Darvin Ham est intéressante. Si tu as un Westbrook très gros défenseur, il ne sera pas un poids mort pour ton équipe.
Parce que si à la limite, bon, tu as juste un mec. Les Thunder, ils ont réussi à jouer avec André Robertson en attaque. Les Lakers, ils arriveront à jouer avec Russell Westbrook en attaque si Russell Westbrook il défend dur. Je veux dire, même s'il y aura des incomplémentarités ou ce que tu veux, s'il défend dur, c'est une clé pour rester sur le terrain. Ça, c'est clair et net. Et tu peux avoir un backcourt très intéressant, Westbrook-Beverley, s'il y a effectivement de l'intensité et de l'envie. Mais sur l'évolution, moi, je parlais surtout d'attaque. Et par contre, juste voilà, pour cette histoire de est-ce qu'il a encore temps pour évoluer? Oui, mais je pense que c'est la dernière chance. Je pense que là, si là, il ne comprend pas là, si là, il n'est pas, comme tu dis, piqué dans son orgueil, ou si là, il ne capte pas, OK, même si je renvoie l'image que tout va bien, que je vais toujours être le même joueur, qu'il n'y a aucun problème, que toute la complémentarité est parfaite, que les médias ne comprennent rien, tout ce que tu veux, tu peux dire tout ce que tu veux officiellement, mais si tu n'as pas le recul pour comprendre, OK, ça ne marchait pas vraiment parce qu'il faut que je change certaines choses, s'il ne le fait pas là cette saison, je pense que il aura besoin d'un très gros choc, genre 1 an en dehors de la NBA pour ensuite le faire plus tard éventuellement, voire prendre sa retraite pour y venir. Mais je pense que là, si là, il ne le fait pas, ça va être compliqué. C'est maintenant ou jamais. Ce qui est compliqué en défense, c'est que c'est pas tant la plus grosse des critiques qu'on pouvait lui faire, c'était pas tant d'être inactif parce que c'est pas un joueur, c'est un joueur super actif de toute façon. C'était vraiment souvent dans la lecture défensive et dans la rigueur défensive. Pour toutes ces interceptions, combien de fois il aura tenté des coups de poker qui n'auront pas marché, combien de fois il n'aurait été pas du tout placé là où il fallait dans les aides défensives. C'est surtout, et donc ça, c'est pas aussi simple quelque part de se changer sur tout ça. Ça demande pour le coup une vraie prise de conscience, mais aussi vraiment du travail pour changer 15 ans presque, enfin pas 15 ans, hein, parce qu'à UCLA, c'était un très fort défenseur, dans des registres quand même bien plus simples. C'est quand même plus facile d'être un très fort défenseur à la fac qu'en NBA, bien entendu. Mais ça demande du travail de fond. Et donc, effectivement, si il se met à adhérer à ce travail, tant mieux. C'est vrai que, mais c'est pas si simple, quoi. Je sais pas non plus quel est leur type de relation. Encore une fois, quand les Lakers ont choisi Darvin Ham, moi j'ai trouvé que c'était plutôt un bon choix. On le connaît pas encore comme en tant que head coach. On va le découvrir, mais on sait que c'est un assistant de haut niveau qui a été dans des programmes qui gagnent, qui a été vraiment à bonne école. C'est le cas de le dire pendant des années, qui a fait sa place. Et c'est aussi ce que je trouve intéressant. C'est un ancien joueur qui a jamais eu peur de qui que ce soit. Quand il était joueur, c'était un joueur. C'était pas du genre. C'était pas le type de joueur à se débiner. Donc je pense qu'aussi c'est un coach, même si c'est un coach rookie qui ne se laissera pas marcher sur les pieds, ou du moins qui aura à cœur de se faire respecter et de marquer le jeu de son empreinte. Donc tout ça, ça va vraiment être intéressant. Je voulais simplement noter, parce que l'an dernier, voilà, c'était quand même la blague. Quand on parlait des Lakers, tout le monde allumait Russell Westbrook. C'était un petit peu même le symbole finalement du fiasco de la saison des Lakers. Et ce qui est marrant, c'est de reprendre un peu ces statistiques de l'année dernière, donc dans la saison 2021-2022. Je vais vous les donner. Donc 18,5 points de moyenne. En dessous de ses standards, il est presque à 23 points de moyenne en carrière. Mais derrière, sur l'adresse, il était à 44%, un poil au-dessus de sa moyenne en carrière. Il était au rebond et à la passe à 8,4, 7,1. Excusez-moi, oui. 7,1 passes, c'est ça, et 7,4 rebonds, donc tout à fait correct pour un joueur de son âge et sur son poste. Donc c'est assez drôle finalement de voir le décalage qu'il y a entre finalement les torrents un petit peu de, comment dire, vindicatifs de haine qui ont été déversés sur Russell Westbrook, comme il avait été surnommé à un moment, et la réalité statistique, en tout cas, la réalité du terrain, c'est un peu autre chose. Mais effectivement, j'ai le sentiment que l'an dernier, encore une fois, nous, on avait abordé le sujet à plusieurs reprises. C'est avant tout le staff, à la fois le staff du management et le staff technique quand même qui devait prendre le plus cher, parce que quand tu fais venir un joueur comme Russell Westbrook, je suis d'accord avec toi, Antoine, ça peut marcher en fait. Russell Westbrook, il peut t'aider. Il peut t'aider dans la NBA actuelle, je pense, avec ses qualités, à condition qu'il bouge un petit peu et que tu le mettes aussi dans des situations de pouvoir bouger. Et les sentiments qu'on a eu l'an dernier avec les Lakers, ce qui est incroyable, c'est que c'est comme si jamais il y avait eu ces discussions de fond, ni avec Russell Westbrook, ni même en interne, ce qui fait qu'il s'est retrouvé à vouloir jouer comme il a tout le temps joué, ce qui ne pouvait pas marcher avec un joueur comme LeBron à côté. Et dans une situation où finalement ça tombait, ça partait directement dans le mur, parce que tu avais l'impression qu'il n'y avait pas une vraie volonté de pouvoir faire bouger les choses. Enfin, c'était quand même fou. Le coach qui doit demander au management s'il a le droit de faire sortir son joueur du banc. Enfin, on marche sur la tête. Comment tu peux espérer gagner dans ces situations-là? Donc, bon.
ça va être intéressant de voir si Darvin Ham aura vraiment les cartes en main pour faire ce qu'il pense. Intéressant de voir aussi si Russell Westbrook sera prêt à bouger et quel type de relations ils pourront commencer à mettre en place. C'est vrai que l'été n'était pas forcément ce qu'il y avait de meilleur pour se dire que les Lakers allaient partir sur une bonne cohésion d'équipe, même si toi, Antoine, tu as fait une news ce matin, peut-être dont tu peux parler, qui laisse penser qu'il y a peut-être un petit peu du mieux par rapport à ce qu'on a vu cet été, non? Oui, disons que les signaux laissent plus à pencher au fait qu'ils vont effectivement vraiment essayer d'intégrer Westbrook. Je pense que il y a assez par défaut quand même. On sent que les Lakers, le staff, alors pas le coach, Darvin Ham, lui, ok, il a l'air d'être moins concerné par ces histoires de fit, etc. Il se dit, bon, j'ai un très bon joueur, j'ai envie de jouer avec, j'ai envie de voir, j'ai envie d'essayer quelque chose. Donc, c'est tout à son honneur. C'est ce qu'il répète depuis sa nomination. Il a énormément parlé de Westbrook, sans doute plus que n'importe quel autre joueur. Et lui, il répète à qui veut l'entendre qu'il compte le faire jouer. Donc, tant mieux. Maintenant, je pense que ce n'était pas le choix déjà de son front office. Donc, déjà, lui, il n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde que ses dirigeants à la base parce que, honnêtement, ils ont tenté Kyrie. On a vu à quel point ils voulaient Kyrie. Ils ont tout fait pour essayer de se débarrasser de Westbrook. Ça ne va pas marcher. Si demain, ils ont une opportunité, je pense qu'ils sauteront dessus. Si Westbrook n'est pas mauvais, mais que l'équipe ne tourne pas totalement bien, mais qu'il est suffisamment bon pour attirer l'attention d'une équipe, ils sauteront dessus. Je pense que ça, il n'y a pas trop de doute là-dessus. Sauf que voilà, maintenant, bon, ils sont obligés de composer, de faire avec. Il y avait deux choix. Soit ils le réintègrent, et soit ils le laissaient complètement sur la touche. Il y a encore quelques jours, il se murmurait que les Lakers n'allaient pas du tout le faire jouer s'il n'y avait pas de transfert, de faire une John Wall, etc. Et apparemment non, là les derniers signaux laissent plutôt penser qu'au contraire, il y a un mini-camp qui est organisé par LeBron James, normalement Russell Westbrook devrait y être, avant même la reprise du camp d'entraînement. Donc voilà, il y aura des occasions, et il y aura aussi Patrick Beverley d'ailleurs, des occasions de travailler ensemble. Il y a un truc important, juste pour rebondir là-dessus, c'est que je pense que en fait, il a presque jamais été question de complètement le couper ou de s'en séparer, à moins qu'il y ait une bonne offre, parce que quand tu écoutes Ginny Buss, qui a montré en ce moment qu'elle est un peu, qu'elle est là quand même si c'est Pelinka qui est le GM, elle a dit en gros, il y a 15 jours, elle a dit non, à la base, elle est interrogée sur la relation avec Beverly en disant est-ce que ça va marcher et tout ça. Elle a dit alors déjà, il faut savoir que moi, à mes yeux, Westbrook, c'était le meilleur Laker l'année dernière. Elle a dit ça. Hein. Elle a dit c'était le meilleur Laker parce qu'il était irréprochable, qu'il faisait ses matchs, en fait, il faisait ce qu'il pouvait. Il ne trichait pas en tout cas. Et donc, elle disait qu'ils ne s'en séparaient pas et que ça allait très bien marcher avec Beverly et qu'ils se respectaient, qu'ils avaient déjà parlé. Enfin, du coup, alors je ne sais pas quel est le degré de collaboration entre Ginny Buss, Pelinka, le coaching staff. C'est un peu compliqué les Lakers de ce point de vue-là depuis quelques années. C'est une des franchises les moins bien gérées. Voilà, même l'année du titre. Game of Thrones. La bulle. Ouais. Mais je pense qu'il y a toujours eu un peu cette... la nature du contrat de Westbrook fait que, honnêtement, je ne vois pas qui allait pouvoir le récupérer parce que le contrat est tellement fou par rapport à l'apport qu'il a concrètement. Parce qu'il y a les stats dont on parlait qui sont effectivement surprenantes. Quand tu le regardes, tu vois la ligne de stats, tu te dis, putain, ouais, c'est beau quand même. Mais après, on regarde les matchs aussi, tu vois. Les matchs, il y a plein de joueurs qui ont commencé à se moquer de lui, les Cat et tout. Dès qu'il y avait un airball, ils imitaient le geste de Westbrook. Enfin, je pense il y a vraiment des joueurs qui ont perdu du respect pour lui. C'était très compliqué. Visuellement, c'était très, très compliqué. C'était bien pire que les phases où il craquait un peu dans les money time à prendre des shoots erratiques. Là, c'était vraiment dur. Même sur son visage, tu sentais qu'il perdait confiance. Alors que, il y a de la souffrance. Il y avait vraiment de la souffrance et il en a parlé. Ses proches en ont parlé. Il était vraiment pas bien. Au-delà des stats, c'était très, très douloureux à regarder de voir jouer Westbrook au basket. Là, c'est pour ça que je pense qu'avec une approche psychologique différente, comme celle de lui demander d'être d'abord concentré sur la défense, qu'il y ait des mecs comme Beverly dans l'équipe, alors ça peut être une catastrophe, comme ça peut justement l'aider à avoir un degré d'exigence suffisant, mais je pense que c'est pas encore mort d'avoir un Westbrook vraiment utile. Son contrat reste scandaleux pour l'apport qu'il aura dans tous les cas, je pense, mais c'est pas mort. Mais c'est un peu le paradoxe en fait, la valeur en NBA, c'est que tu peux jamais te concentrer sur les stats ou sur le jeu d'un mec ou même sur ce qu'il apporte. Tu es obligé vraiment de prendre en compte les contextes, les salaires, l'âge. Il y a trop de choses qui rentrent en compte. Et c'est pour ça que quand des fois certains joueurs s'indignent que machin, c'est pas normal que machin
il n'est pas de contrat, ou c'est pas normal que machin il joue encore bien, pourquoi personne lui donne sa chance, ou c'est pas normal que machin il soit pas assez considéré, pourtant en fait il est fort, vous comprenez rien. Non, c'est pas ça, c'est que c'est plus profond que ça, c'est plus global, ça incorpore beaucoup plus de facteurs. Et Westbrook, c'est pas qu'il est nul. Le fait qu'il n'ait pas de valeur, aujourd'hui, Westbrook, il n'a pas de valeur sur le marché des transferts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Russell Westbrook, si les Lakers veulent l'échanger, même 2 pics, c'est pas forcément assez. Ils doivent donner des C'est le choses avec lui. minimum. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire C'est ça. qu'en fait, il a une valeur négative. Tu dois rajouter des assets pour qu'une équipe accepte de prendre en charge son contrat. Sachant que les 3 équipes éventuellement intéressées sont des équipes qui ne feront pas jouer Westbrook. C'est Utah, San Antonio et Indiana. Ces 3 équipes en reconstruction. Tout ce qu'elles veulent, c'est les pics. En échange, elles prennent Westbrook et elles le coupent à la place des Lakers. C'est-à-dire qu'elles acceptent de s'asseoir pendant cette saison, parce qu'ils n'ont rien à faire, vu que le cap, c'est pas aujourd'hui, ils ont besoin de le remplir. C'est des équipes qui ont de la marge, parce qu'elles n'ont pas de gros contrats, parce qu'elles visent de toute façon la loterie. Donc elles veulent des pics, et en échange, elles vont s'asseoir sur les 47 millions de Westbrook, elles vont le couper en se disant bah, tiens, garde tes 47 millions, mais va ailleurs. Et voilà, donc c'est ça les équipes intéressées. Il pourrait y avoir éventuellement d'autres équipes intéressées, mais pas à le problème, c'est que ce contrat en NBA, si tu n'as pas de marge sous le cap, il faut respecter l'équilibre des salaires. Donc, qui aujourd'hui est payé 47 millions? Que des stars. Westbrook, c'est pas une star, enfin, c'est plus une star à ce stade. Donc, par exemple, les Hornets ou les Knicks, des équipes qui peuvent être éventuellement intéressées. Si les Hornets, elles voulaient récupérer Westbrook pour passer un cap, si les Hornets voulaient récupérer Westbrook, il faudrait lâcher 47 millions en échange en salaire. Ça ne marche pas. Pareil pour les Knicks, c'est des équipes, elles ne peuvent pas se séparer par définition, leur plus gros salaire, c'est leur meilleur joueur. Et si elles veulent être compétitifs, elles ne vont pas se séparer de leur meilleur joueur. Elles veulent ajouter Westbrook, pas échanger. Tu vois ce que je veux dire? Donc au final, sa valeur, elle est très compliquée à jauger. C'est plus tant son niveau de jeu. Mais oui, je pense qu'il peut encore apporter. Mais il faut comprendre que je pense malheureusement qu'il y aura toujours une limite. C'est que si tu veux jouer vraiment le titre, est-ce que tu vas pouvoir avoir un Westbrook dans ton équipe aujourd'hui à ce stade? Ça me semble très compliqué. Titulaire en plus. Parce que hier, c'était Jovan Bois de Athletic qui parlait donc des sons de cloche qu'il y avait un peu autour de la ligue. Et ça parlait d'un backcourt de départ. Pour l'instant, ce que voudrait faire Darvin Ham, ce serait Westbrook et Austin Reeves et Beverly en sortie de banc. Avec Beverly avec un gros temps de jeu, a priori, comme il a toujours dans ses équipes. Mais il envisage de mettre Westbrook titulaire, donc avec un gros temps de jeu. Donc c'est là que on se demande comment ça va fonctionner, quoi. Je pense qu'au début, il n'a pas le choix, d'ailleurs, de toute façon. Ouais, mais le problème, en fait, c'est ce que tu disais, Antoine, c'est tout le contexte, en fait, parce que c'est pas qu'il a plus de valeur en tant que joueur, c'est que il a plus de valeur avec, si tu rajoutes la taille de son contrat. Si tu te dis, bon, bah, c'est un mec qui veut pas évoluer, qui veut être titulaire et qui veut jouer à sa manière, c'est toutes ces choses-là, en fait, qui font que sa valeur est vraiment extrêmement compliquée à établir aujourd'hui et que sur le marché des transferts, elle est négative, même comme tu le soulignais. Et c'est ça un peu le challenge, vraiment, avec... de toute façon, quand il est parti aux Lakers, on s'est dit ça peut pas marcher. On va pas revenir là-dessus. On l'a évoqué à plusieurs reprises. Ça pouvait pas marcher pour tout un tas de raisons. Je pense pas que ça puisse marcher aux Lakers, malgré tout. Même, on verra, sauf si Darvin Ham se change vu l'objectif des Lakers, hein, qui est de jouer le titre, bien entendu. Hein. Je dis pas que ils vont. Je pense que leur effectif est plus cohérent que l'an dernier. Ils ont matière à espérer faire mieux que l'an dernier. Mais je pense pas qu'ils puissent gagner, jouer le titre. Tels qu'ils sont construits, avec Westbrook notamment. Et donc, pour la suite de sa carrière, c'est ça, c'est savoir qu'est-ce qu'il a envie de faire de sa carrière, du reste de sa carrière. C'est encore un joueur qui a pris de l'âge, mais qui est encore en pleine possession de ses moyens, qui peut apporter à des équipes qui veulent gagner des matchs en tout cas. La question, ça va être de savoir ce qu'il veut faire de sa carrière. Est-ce qu'il veut rester et mourir sur son bouclier, comme on dit parfois dans d'autres sports, en disant bah non, c'est comme ça que je joue, c'est comme ça qu'il faut me prendre, c'est à prendre ou à laisser, si vous me prenez, c'est comme ça. Ou est-ce qu'il a cette capacité, cette envie, surtout parce qu'il faut que ça soit poussé par de l'envie, d'évoluer pour donner un autre accent à sa carrière qui peut être tout aussi intéressant, je pense. Et moi,
j'ai pas le doute sur le fait qu'il puisse encore être un joueur d'impact. Juste, ça peut pas se passer tel qu'il a toujours voulu le faire. Et je voudrais noter autre chose quand même, c'est que je pense que OKC, je reste persuadé que le choix de Billy Donovan au moment où ils ont changé de coach était pas forcément le bon. J'étais pas convaincu à l'époque. Et finalement, j'ai le sentiment aussi que même si Westbrook a jamais particulièrement débilé ses coachs ou autres, il n'a pas été poussé suffisamment tôt dans ses retranchements. Il n'a pas été poussé suffisamment tôt à bouger et à évoluer avec, je pense, un coach peut-être qui aurait été Billy Donovan est un bon coach. Hein. Je ne remets pas en cause, bien sûr, ni sa carrière universitaire, ni même ce qu'il peut faire aujourd'hui en NBA. Mais je pense qu'il n'était pas dans le contexte nécessaire pour pouvoir vraiment mettre sa marque de fabrique et pousser Westbrook à changer à ce moment-là. Je pense que ça aurait été le moment vraiment où ça aurait pu être jouable. Maintenant, c'est dur. À l'âge qu'il a, avec la carrière qu'il a faite, voilà, on va pas revenir. Il a 4 saisons en triple-double. Il va finir, quoi qu'il arrive, à moins qu'il soit coupé, qu'il joue pas de la saison, il finira la saison en ayant intégré le top 10 des meilleurs passeurs de tous les temps. Euh, il faut que ça vienne de lui. Pour que ça bouge, il faut que ça vienne de lui. Il a quand même il a le profil du mec qui veut mourir avec ses idées quand même. Parce que même dans les déclarations, d'ailleurs, il a fait pas mal de. Il était sorti un peu de sa réserve cette saison, justement, au moment d'évoquer le fait que c'était difficile psychologiquement, que sa famille souffrait, etc. Je l'ai trouvé justement un peu plus open, un peu plus vulnérable à expliquer les choses. Mais même là, il y avait quand même un côté faut me prendre comme je suis, j'ai d'autres motivations dans la tête et dans ma vie que vous ne connaissez pas, que celle d'être à 100% un joueur de basket qui doit gagner des matchs. Et j'ai l'impression quand même qu'il... Voilà, c'est un peu un joueur old school dans ce sens-là, en fait. Hein. C'est quelque chose qu'on peut apprécier chez lui, le fait que sa fidélité à OKC jusqu'à un certain point, et tout ça. Il a un côté très old school, finalement, qui peut être attachant. Même si je pense que c'est possible et que j'aimerais le voir, j'ai peur qu'il soit vraiment prêt à mourir avec ses idées et que ça cause un peu sa perte pour l'image qu'on va garder de lui. Après, par rapport à Melo, vu qu'il est un peu plus jeune, je pense que si aujourd'hui il était coupé, je pense qu'il y a quand même encore 2 équipes qui, selon moi, lui donnent sa chance. C'est deux ou trois. C'est-à-dire qu'il ne peut pas intéresser les équipes qui visent la loterie. Parce que, comme tu l'as dit, Théo, aujourd'hui, Russell Westbrook, c'est quand même un joueur suffisamment fort. C'est quand même un joueur fort. Tu le mets dans une équipe médiocre, il va la rendre compétitive. Donc, il a quand même cette capacité à faire passer un cap à une équipe. Tu le mets avec des nuls, l'équipe ne sera pas nulle. Elle ne va pas finir dernière. Ce qu'il va faire, ses stats, il va insuffler son énergie, ça va gagner des matchs. Tu le mets dans une équipe qui veut jouer le titre, ça ne va pas marcher. Aujourd'hui, avec son niveau, tu ne peux plus le mettre dans une équipe de play-off, je pense à cause de son ego aussi, quelque part, parce que s'il acceptait de jouer autrement, alors là, c'est l'évolution dont on parle, qui est hypothétique, ouais, il pourrait sans doute dépanner dans des 5 majeurs ou même en 6e homme de certaines équipes de play-off, mais bon, je pense que là, s'il est coupé, sans avoir montré d'évolution, personne tentera de le prendre. Il n'y a pas Denver qui va tenter un coup, tu vois, ou des équipes comme ça, ni les Clippers qui ont fait venir John Wall. Donc au final, il ne pourra ni intéresser les équipes qui jouent le titre, ni les équipes qui jouent le playoff, ni les équipes qui jouent le tanking. Il ne te reste que quelques équipes, c'est celles qui sont désespérées à l'idée d'aller en playoff. Ces équipes-là, c'est Sacramento, New York, Charlotte. Sacramento, je pense qu'ils ne sont pas intéressés. Je pense que même s'il était coupé, je pense que le fait qu'il y ait des Aaron Fox sur le même poste, ça ne marche pas. Et je ne suis pas sûr que lui sera intéressé non plus. En plus, ouais, mais à un moment, il n'aura peut-être pas le choix. Et s'il lui reste que 2 équipes, je pense après, par contre, Charlotte, qui est Jordan Brand comme lui, là, il irait, je pense qu'il irait. Et je pense que les Hornets seraient tentés de le faire jouer avec la Melo. Oh, la Melo Westbrook. Parce que les Hornets, ils sont dans une situation merdique. Parce que c'est la situation des Hornets, en fait. Ouais, voilà, et parce qu'ils sont gérés par Michael Jordan. Faut pas se mentir, les équipes qui sont dans la merde, souvent, si tu regardes tout en haut, c'est la merde. Jordan, voilà, il va dans tous les sens d'une saison sur l'autre. Il décide que maintenant, son GM, il lui met la pression en mode faut absolument gagner. Puis l'année d'après, parce que forcément, tu n'as pas l'équipe non plus pour gagner, il ne comprend pas. Enfin bref. Donc les Hornets, c'est une équipe qui, je pense, serait prête à tenter, même s'il n'y a aucune chance vu la conférence Est actuelle, tenter le tout et à tenter de prendre un Westbrook. Et là, on est dans de l'hypothétique. Et les Knicks, parce que les Knicks, il leur faut un grand nom, il leur faut une superstar, et parce que pareil, ils sont le cul entre 2 chaises, sans savoir si ça reconstruit vraiment. D'un côté, tu te dis, bon, ils vont miser sur la jeunesse, puis ils filent 100 et quelques millions à Jalen Brunson pour essayer de gagner des matchs. Pareil, dans une conférence Est qui est sans doute trop forte pour eux. Donc, pareil, les Knicks, je pense que ce seraient les 2 équipes qui, même si aujourd'hui,
Enfin, si aujourd'hui Westbrook était coupé, je pense qu'il aurait quand même quelques options sur la table. Je pense que ces équipes-là en particulier. Et c'est dû au fait qu'il est un peu plus jeune que Melo à l'époque où Melo, ça s'est passé. Mais par contre, si ça foire là, derrière, dans une de ces équipes, je pense que c'est très compliqué derrière pour retrouver une place en NBA, hein, malgré Non, tout son talent. mais je suis d'accord avec toi. S'il était coupé au salaire minimum, il y a des équipes qui tenteraient le coup, en fait. Parce que Ouais. finalement, l'avantage, c'est que tu récupères quand même un fort joueur pour quasiment rien. Et si ça marche pas, tu peux tout lui mettre sur le dos. Mais Donc, il y en a pas beaucoup mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui tenteraient le coup, tu vois, quand même. non, non, Là, je dis au-delà, pas ouais. qu'il y en a beaucoup, mais je pense que voilà, avant même que tu donnes ta liste, tu vois, moi j'ai pensé directement à New York. Ouais. Je pense que c'est malgré tout le genre de joueur. Alors, les fans new-yorkais vont peut-être hurler, mais je pense que c'est le genre de joueur qui pourrait correspondre à ce que les fans locaux, en tout cas, attendent de l'équipe. De ramener un petit peu d'excitation au Garden, voilà, ramener un petit peu de spectacle, etc. Et c'est pas là-dessus, je me dis que New York pourrait tenter de le faire. Je suis pas sûr que, par contre, que Tom Thibodeau pourrait tenter de le faire. C'est un peu la limite que je mettrais, parce que pour moi, c'est même si c'est marrant parce qu'en fait, dans leur prime, si tu compares Derrick Rose et Russell Westbrook, il y a quand même pas mal de points communs. Je suis pas sûr que Russell Westbrook soit le type de joueur Et de Tom Thibodeau. je pense il lui faudrait un coach ou une équipe qui est moins, comment dire, moins tourné vers l'importance du tir à 3 points parce que il est devenu, il a jamais été fort à 3 points. Westbrook, c'était capable de rentrer des shoots un peu quand il était chaud, mais là, c'était catastrophique. Il y a l'espèce de débat avec Stephen A. Smith qui dit t'es le pire shooter de l'histoire de l'humanité, limite. Mais Hmm. le problème, c'est que statistiquement, c'était pas loin d'être vrai parce que pour le volume de shoot qu'il prenait, la Ouais. qualité des shoots, on a une époque qui est très scientifique sur la qualité des shoots, la pertinence de prendre tel ou tel tir. Westbrook, justement, dans le côté mourir avec ses idées, il continuait de prendre le même type de tir parce qu'il le sentait, quoi. Bah, Et, c'est ça le problème. C'était plus le nombre de tirs pris et le choix des tirs que le pourcentage en lui-même. et le pourcentage, il est faiblard, là, c'est du 30%. Il lui faudrait un coach dont le style de jeu implique que le tir à 3 points du meneur titulaire ou même backup soit pas dramatique. Mais même sur le 3 points, je pense que, en fait, pour moi, sa carrière à Westbrook, elle a déraillé le jour où il a arrêté de mettre ses petits tirs en tête de raquette. Ouais. À une époque, sans avoir besoin du 3 points, il était très fort. En tout Ah cas, il oui, était ça rentrait. fort Ouais, ouais, ouais. sur le pick and roll. Je m'arrête en tête de raquette et je prends ce petit shoot à 5-6 mètres, qui est le 5 mètres 50, qui est le tir de Chris Paul par excellence. Ça, pour moi, c'est le tir d'un meneur. Tu sais mettre ce tir, tu n'as pas besoin au final de 3 points. Enfin, tu n'en as pas besoin. Tu en as moins besoin, même dans cette NBA. Ou Parce alors qu'au tu les prends pas. final, ouais, Ou alors tu les prends oui, pas. Au oui, moins, ou tu alors, as conscience qu'il ou ne à faut pas les défaut, prendre. comme tu as dit, tu ne prends pas de 3 points ou tu en prends moins. En tout cas, je ne sais pas s'il ne doit pas en prendre du tout, mais en prendre moins et dans d'autres conditions. Et en fait, il y a un moment où Westbrook, il a perdu ce tir. C'est quand même un mec, non seulement il n'a pas forcément évolué dans son jeu, mais en plus, il a régressé, en fait, Russell Westbrook. Il n'a pas que régressé athlétiquement. Il y a eu une régression au tir. C'est un espèce de mystère que moi, je n'arrive pas à expliquer. Je ne suis pas assez spécialiste du domaine. Il faudrait demander à des coachs, etc. Mais il y a eu une régression à ce niveau-là. Et je pense qu'à partir de là, c'était plus le même joueur. Donc aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, tu l'entoures de 4 shooters, tu lui passes la balle. Westbrook, tu mets un pivot qui roule fort vers le cercle, 3 shooters et tu lui passes la balle, tu auras une équipe compétitive. Mais bon, ça implique une équipe où tu étais prêt, où ça va être à lui que tu vas passer tout le temps la balle. Je pense que les Knicks, ce serait le genre d'équipe où on pourrait lui passer toujours la balle. Les Hornets, bon, ils partageraient avec la Melo Ball, mais voilà, c'est les quelques équipes où j'arrive à me dire, ok, bon, ça peut encore Et matcher, quoi. c'est marrant parce que en y réfléchissant, j'ai jamais entendu de Westbrook des choses dont on a entendu chez d'autres joueurs, genre un tel va travailler tout l'été avec tel coach, tel ancien joueur pour bosser le footwork, le tir à 3 points, n'importe, peu importe en fait. Et Westbrook, j'ai l'impression qu'il est un peu sur son île, pas forcément à collaborer ou à traîner avec les anciens. Mais il bosse dur, par Et contre. pourtant, Il a c'est un toujours été, taffeur. Dire ouais, qu'il il a bosse pas toujours dur, dit que c'était Ouais. un énorme bosseur, hein. Ça veut pas dire qu'il bosse pas dur, tu vois. Ouais. Mais je sais pas, je le vois pas dans la collaboration. Je sais pas. Et du coup, ça peut aussi expliquer le fait qu'il soit jamais ultra penché sur des choses comme le shoot, quoi. Je sais pas. Mais le tir à mi-distance, on a vu là, ces dernières saisons que le tir à mi-distance, il n'était pas mort. Il y a des joueurs qui continuent de vivre avec, les DeRozan et compagnie. Ils continuent de vivre avec un shoot à mi-distance mortel et de faire des stats et d'être dans des équipes qui aspirent au playoff. En soi, il pourrait en fait toujours être efficace, mais tu as raison, ça a disparu un peu du jour au lendemain, ce côté-là.
Bah, en fait, le truc, c'est que pour les joueurs extraordinairement athlétiques comme Russell Westbrook, ce qui est sûr, c'est qu'à mesure que les qualités athlétiques baissent, tous les secteurs du jeu qui étaient un peu, comment dire, qui étaient un peu middle, quoi, qui étaient bien mais pas tout à fait aboutis, baissent directement. Et sur ce dont tu parlais, Antoine, je pense que quand même les deux sont liés en fait sur son tir à deux points dont tu parles au niveau des elbows là, hein, Ouais, sur les angles de la raquette. C'est qu'à partir du moment où bah, ton joueur sur le premier pas, tu l'as pas tout à fait autant passé que tu battu. avais l'habitude de le passer, sur ton tir, bah, tu es tout de suite un peu plus perturbé, un peu plus gêné, un petit peu plus stressé. Est-ce que le mec est en train de revenir ou pas? Alors que quand ta technique, elle est au point, comme celle de DeRozan, footwork de DeRozan, enfin, Ah, c'est de l'art. c'est magnifique. Je veux dire, tout son jeu de haut panier, il est hors du commun d'un point de vue technique. Ce qui fait que, à mesure que ses qualités athlétiques vont baisser, il va ressentir forcément un petit peu aussi cet impact. Mais c'est tellement en place techniquement que ça lui permet de vivre un peu plus sur la longueur, d'avoir plus de longévité dans l'efficacité. Le problème, effectivement, pour Russell Westbrook, c'est une super question que tu soulèves, Shai, parce qu'en fait, même un mec comme Victor Oladipo, quand il est parti à Indiana, tout le monde a dit: ah, bah regardez, ça prouve bien que tu peux pas performer quand tu es à côté de Russell Westbrook. Maintenant, il est à Indiana, c'est un joueur All-Star, etc. Et Oladipo avait été le premier à dire que s'il était devenu All-Star Indiana, c'était parce qu'il avait eu l'occasion de jouer avec Russell Westbrook et de s'entraîner avec lui, qu'il avait découvert un autre niveau d'exigence dans le travail, etc. Donc, on sait que c'est un mec qui bosse. Mais c'est vrai que la question de savoir sur quoi il bosse, outre en dehors de son travail physique, parce que voilà, ça, on sait qu'il bosse à la salle, qu'il bosse sur. Non, mais c'est vrai qu'il se préserve, Ouais. pas uniquement pour Non, des aspects il est esthétiques, mais athlétiquement, enfin, il a perdu forcément par rapport au. Mais il part de très très haut, donc exactement. ça reste un athlète incroyable. Exactement, mais si effectivement, s'il avait ne serait-ce qu'un tir plus efficace, voilà, à mi-distance, de près, vraiment un truc. Enfin, Chris Paul, après, c'est l'exemple opposé. Ouais. Il est automatique à ces endroits-là, mais s'il pouvait progresser un petit peu sur ces secteurs qu'il a pu délaisser pendant un petit moment parce il avait cette capacité à dominer. Enfin, il faut se rappeler de ce qu'était le Russell Westbrook dans son prime. C'était, tu disais, un cataclysme, je crois, tu disais Ouais, Antoine, exactement. mais les moments où ça marchait, c'était quand même un truc de malade. C'était un ouragan à lui tout seul, quoi. Ouais, c'est ça, Créer du Ouragan. jeu Ouais. purement Genre, sur des qualités athlétiques brutes et de talent et de coordination, de vivacité, etc. C'était un truc quasiment du jamais vu sur ces postes-là. Donc, ça serait moche que ça se termine comme ça. Je pense qu'effectivement, si. Je vois pas ça marcher aux Lakers, mais s'il finit par être coupé, je pense qu'une autre équipe lui donnera une chance. Par contre, effectivement, le nombre de chances qui lui reste me semble faible. c'est clair. Petite question quiz là. Ouais. Russell Westbrook, il finit la saison aux Lakers ou pas, selon vous? Question de divination plus que quiz, hein. Sortez votre boule de cristal. Est-ce que Russell Westbrook est toujours dans l'effectif des Lakers à la fin de la saison? Moi, je dis oui. Allez, pour aller à l'opposé, je vais dire non. Je vais dire au moment où on pense qu'il ne sera pas transféré, il se fait dégager à la deadline. Le genre 1 ou 2 jours avant la deadline, en février. Alors pour ça, c'est simple, il faut guetter. Si vous voyez un tweet de LeBron James qui dise ah, mon gars Russell Westbrook qui va vraiment faire mal cette année, vous savez que dans la semaine qui suit, Russell Non, par Westbrook contre, plus aura un autre sérieusement, je job. pense que les Lakers vont vraiment mieux tourner et que d'un coup, la perception sera différente. Ça va encore dépendre de si Anthony Davis est capable de faire 3 matchs sans se fouler le poignet, la cheville. Ouais. Ça va dépendre de ça. Je veux dire, s'ils ont un effectif qui est préservé des blessures, que LeBron n'est pas trop, justement, lui aussi touché, parce que malheureusement, il commence à être touché, il peut se passer un truc parce qu'il y a un changement de coach. Tu mets des mecs comme Beverly, il en manquait des mecs comme ça, vraiment les briscards qui aboient partout. Et je pense que ça peut être suffisant pour au moins refaire une saison correcte, quoi. Je ne sais pas si Westbrook va revenir à un niveau fou, mais au moins, ça peut fonctionner correctement. J'ai peur du premier moment d'adversité à Los Angeles. Ah ouais, c'est ça. C'est celui-là. C'est pour ça, je vois bien les Lakers partir pas trop mal, être dans. Puis d'un coup, bon, affronter d'un moment dur, enchaîner 5-6 défaites, être plutôt correct ensuite, genre dans 4 ou 5e, peut-être 5e à l'ouest, et aller le 8 février. Il y a un deal avec Indiana qui se présente parce que ce genre de deal, notamment, c'est plus facile à faire en milieu de saison quand tu as déjà la moitié des salaires qui ont été lâchés, quoi.
Là, à ce moment-là, Indiana ou San Antonio prendre en charge ce qui reste de Russell Westbrook, bon, bah, ils le font les doigts dans le nez. Surtout qu'à ce moment-là, théoriquement, ils sauront déjà à peu près où est-ce qu'ils en sont au niveau du classement, voir est-ce que ça vaut le coup de vraiment tanker ou pas. Donc, allez, c'est à ce moment-là que je vois bien un trade San Antonio, Utah ou Indiana, une des trois. Westbrook avec Popovich, ça aurait été cool, hein, je pense. Ouais, mais par contre, peu importe l'endroit où il sera transféré, là, à ce moment-là, je pense que c'est pour être coupé. Et après, Popovic et va savoir où Westbrook est-ce qu'ils détestent vont. tous les deux les 3 points, donc c'est C'est parfait. ça, mais c'est pour ça que je me disais ça. Bah, À un autre moment de sa carrière, ça aurait pu être intéressant. mais là, dans une équipe des Spurs, si ça visait pas le tanking, il aurait rendu cette équipe compétitive. Je le pense honnêtement. Après, voilà, c'est pas leur objectif à l'heure actuelle, mais je pense que c'est un mec, tu le mets dans une équipe pas très forte, il peut rendre plus d'une équipe compétitive. Bon, bah, on verra ce que ça va donner. Effectivement, pour revenir sur les Lakers, je pense que s'ils ont un coup dur, mieux vaut que ça soit en raison de blessure. Parce que s'ils ils enchaînent les défaites parce que l'effectif ne fonctionne pas, là, je pense que ça peut vite partir en vrille. Moi, j'attends. 17 Je serais curieux de voir comment se passera le premier moment où Pat Beverley va penser qu'il peut vraiment aboyer sur LeBron comme il a pu le faire avec d'autres joueurs. J'attends de voir ça. Ça risque d'être intéressant. Je pense que voilà, Mario Chalmers a pu le faire à une certaine époque à Miami, mais je pense pas que Pat Beverley soit Mario Chalmers. Donc ouais, de toute façon, ça s'annonce hollywoodien comme toutes les équipes dans lesquelles il y a LeBron, comme n'importe quel effectif des Lakers. Ça peut pas se passer comment dire, dans la simplicité et dans l'aisance. C'est sûr. Bon, voilà. Mais alors, un petit mot quand même de ce championnat d'Europe, là, pour tout vous dire. Donc, on enregistre ce podcast avant le match de l'équipe de France face à la Bosnie. On a vécu assez douloureusement les dernières minutes, notamment la fin de match face à la Hongrie au match précédent. On ne va pas anticiper sur le match qui est en train de se jouer maintenant, qui va se jouer dans quelques minutes. Simplement, un petit mot peut-être sur l'équipe de France, tous les deux. Comment vous avez vu l'évolution de l'équipe depuis le premier match? Où est-ce que vous en êtes dans votre perception de cette équipe? J'ai toujours du mal à la cerner. Je sais toujours pas à quoi attendre ou ne pas attendre d'elle, en fait, parce que honnêtement, après le premier match perdu contre l'Allemagne, on en avait déjà parlé entre nous. Franchement, je pensais que vraiment contre la Lituanie, même si je me souviens que vous aviez dit le contraire, justement, que c'était adapté peut-être aux forces de l'équipe de France, honnêtement, je pensais pas que ça. J'avais très peur de partir à 0-2 et que ce soit la galère derrière. Au final, ils ont plutôt bien relevé la tête, on va dire, hein, honnêtement. Mais dans ce qu'on a vu contre la Hongrie, c'est vraiment. C'est hyper irrégulier, tu sais pas exactement sur quoi t'appuyer sur le match suivant. J'ai un peu peur. Alors, j'ai pas peur pour la qualif, évidemment, parce que là, ils sont quasiment dans Non, elle est qualifiés. assurée. Pour les huitièmes, Voilà. c'est assuré. Pour les huitièmes, en plus, si je dis pas de bêtises, on croise avec le groupe A qui est le plus tranquille, sauf même l'Espagne, honnêtement, qui perd des matchs contre la Belgique, je pense qu'on les passe. J'ai juste un peu peur de la suite contre les équipes, vraiment les grosses équipes, Slovénie, Serbie, Grèce. Ça fait que 3 équipes, mais c'est suffisant, malheureusement, pour être au-dessus de nous, je pense. Mais je pense qu'on peut encore être surpris parce que justement, je ne sais pas quoi attendre de cette équipe-là. Alors nous, on en parlait avec Théo un peu avant le podcast. Je pense que le match d'aujourd'hui, il est très révélateur parce que si la France, genre, ça va être très con de dire bah, si elle perd, c'est inquiétant, si elle gagne, c'est rassurant. Mais ça va un peu plus loin que ça. Il faut essayer de saisir la nuance. Je pense que si la France arrive à se mettre au niveau d'intensité, c'est le signe que cette équipe, dans le fond, tu vois, elle a en elle cette capacité à se comporter comme un potentiel vainqueur ou comme un potentiel médaillé. Par contre, si à l'inverse, là où ça peut penser bête, si elle perd, si les Français perdent aujourd'hui sans se montrer au niveau, en continuant à montrer les mêmes lacunes, dans ce cas-là, franchement, je dis que c'est pas possible de passer l'écart. En gros, il faudrait vraiment un électrochoc, mais parce qu'il y a quand même il y a eu des moments inquiétants dans le match contre la Hongrie, c'est-à-dire qu'il y a deux visages. Il y a des moments où tu sens une équipe qui maîtrise un peu son sujet, et derrière des longs passages à vide inexpliqués, où tu as l'impression qu'il n'y a plus de fond de jeu, qu'il n'y a même plus ce plancher défensif. On a quand même une équipe de France cette année qui, voilà, comme on le disait dans le dernier podcast, qui refusera sans doute de l'admettre pour l'instant, mais qui est quand même vraiment en transition et pas forcément armée pour gagner cette compétition.
Ouais, bah, de toute façon, je partage vos avis. Voilà, c'est pas forcément grave, hein, mais c'est vrai qu'on est en reconstruction clairement avec ce groupe. Moi, ce qui m'a marqué sur le match contre la Hongrie, bah, et quasiment depuis le début de la compétition, c'est le manque de continuité dans le jeu. On sent qu'il n'y a vraiment pas une hiérarchie vraiment établie. On sent même parfois que le coach cherche des solutions, tente des choses pour essayer de voir qui est complémentaire, qui peut se montrer à son avantage, etc. Le match de la Hongrie, je pense que même quand on regarde un petit peu les temps de jeu, certains joueurs qui ont été utilisés, c'était un petit peu, j'ai le sentiment, pour essayer de voir ce qu'ils pouvaient vraiment apporter. Est-ce qu'ils pourraient vraiment apporter? Il y a un moment quand même où la rotation, je pense qu'il faudra qu'elle se réduise un petit peu, comme c'est le cas pour n'importe quelle équipe qui va loin et qui ait un peu plus de constance. Voilà, vrai test contre la Bosnie, vrai test forcément contre la Slovénie. On en saura forcément plus sur le niveau de cette équipe de France et sur ses ambitions potentielles après ces deux matchs. Voilà, nous, on va vous laisser de toute façon pour aller vibrer devant ce France-Bosnie. Bonne Euro, bonne journée. Nous, on se retrouve dans tous les cas la semaine prochaine au plus tard pour un nouvel épisode du podcast. En attendant, vous savez que vous retrouvez toute l'actu sur Basket Session, toute l'actu du basket. On vous dit à très vite. Allez, portez-vous bien. Ciao. Ciao. Is out there, and it's either play or get played.